Et la vérité que je voulais dire aujourd'hui, et je crois que je suis de plus en plus au clair avec ça, je n'ai jamais réussi à ne pas le cacher, à en être fière. J'ai toujours été cette petite fille qui essayait que ça se voit pas, d'essayer de le cacher sous des grands vêtements. Je m'habillais vraiment avec des vêtements très amples à l'époque et j'ai jamais réussi à ne pas vouloir le cacher, à ne pas vouloir que d'avoir l'air d'une petite fille normale. J'ai jamais réussi à ça. J'étais pas à ce niveau-là d'acceptation, je dois l'avouer. Bienvenue dans Be Back, le podcast qui accompagne ceux qui traversent une épreuve de santé, pour soi ou pour un proche. Je suis Suzanne Loriou, spécialisée en épreuves de santé, patiente, experte et créatrice d'un accompagnement qui s'appelle Éléments. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai vécu une épreuve de santé enfant, une opération de la colonne vertébrale, et c'est ce vécu qui nourrit aujourd'hui mon engagement, transmettre tout ce que j'aurais aimé savoir à votre place. Parce que la vérité, c'est qu'une épreuve de santé, on n'y est jamais préparé et ça nous tombe dessus. Dans ce podcast, vous découvrirez des témoignages de résilience, de familles, de petits, de grands qui ont traversé ce chemin. Des partages d'outils concrets et de pratiques pour vous aider à surmonter les moments difficiles, les douleurs, les grandes peurs, et des formats d'interviews croisés avec des professionnels de santé pour multiplier les regards sur ce que nous vivons tous et pour lequel on n'est jamais vraiment préparé. Chaque épisode est une invitation à découvrir des ressources, des histoires et des conseils pour traverser cette période avec plus de confiance, de compréhension et de résilience. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet très très précis et assez particulier. Vous avez été nombreux à m'en parler. Et en fait, c'est aussi par là que beaucoup de choses commencent quand on a une scoliose. J'entends le corset. Moi, j'ai porté un corset personnellement il y a des années et pendant des années, donc plusieurs corsets, on va le voir tout à l'heure, des corsets de nuit, des corsets de jour, donc vraiment différentes manières de le porter aussi. J'ai senti aussi l'adaptation de mon corps au fur et à mesure et ça, c'était il y a quelques années. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est aussi justement d'accompagner les familles, les enfants qui ont à vivre ça aujourd'hui et les accompagner pour qu'ils le vivent du mieux possible. Parce que je sais que c'est une épreuve, qui est notamment longue, mais aussi très douloureuse pour l'enfant, très inconfortable. Il y a vraiment un changement dans la qualité de vie de la personne et puis de la famille aussi autour, qui se fait à ce moment-là. Donc c'est aussi comme ça que je les accompagne. Dans cet épisode, moi j'aimerais revenir sur, notamment un des moments marquants à ce moment-là de mon parcours sur la scoliose. C'est en fait, le rendez-vous notamment où on apprend en fait, qu'on doit, porter un corset et puis tout ce qui va se déclencher après, tous les types de rendez-vous, toutes les pensées, toutes les douleurs, toutes les premières fois aussi qui vont avoir lieu, qui vont être déclenchées par cette première annonce et tout ce qui va se déclencher ensuite. Parce que souvent c'est un rendez-vous, en tout cas moi je sais que c'était un rendez-vous où je m'attendais pas du tout à ce qu'on m'annonce ça et j'ai été très, très surprise et tout s'est comme déclenché après, c'est enchaîné. C'était assez impressionnant pour une petite fille, donc on va parler de tout ça. Je parle ici vraiment, aux jeunes filles, aux jeunes hommes qui se sentent peut-être perdus par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre, peu importe l'âge à laquelle on doit vivre ça. Souvent on est, très jeune, mais ça nous arrive aussi plus tard dans l'adolescence, le corset. Je parle aussi aux parents qui peut-être ne savent même plus par où commencer, ne savent pas comment réagir, ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire, et cetera. Justement, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, c'est qu'on puisse avoir un espace, un temps, un lieu pour pouvoir parler de ces sujets-là. N'hésitez pas non plus en commentaire, pour poser vos questions, déposer aussi vos témoignages. C'est vraiment ça qui permet de d'aider les autres, d'aider ceux qui sont en train de traverser, ça comme nous ou comme nous avant, par exemple. Donc c'est pour ça que je fais tout ça. Alors pour commencer, en effet, ce premier rendez-vous, je pense qu'on l'a évoqué peut-être avec ma maman dans le dernier épisode. Dans mon Pour ce qui s'agit de ma scoliose à moi, on avait eu un parcours, au tout début où on avait seulement des petits rendez-vous avec des radios et il y avait pas plus d'évolution que ça. On faisait des rendez-vous tous les 6 mois et puis ça s'est tenu à peu près pendant, je dirais 1 an ou peut-être 1 an et demi et en fait, on allait, à ces rendez-vous-là un peu, comme à des rendez-vous très sympas parce qu'on pouvait moi, je pouvais quitter l'école, par exemple, on pouvait, enfin voilà, on faisait une après-midi, entre mère et fille, enfin voilà, c'était maintenant devenu peut-être, ouais, des après-midi, cool que j'attendais presque et en fait, ce jour-là, je me souviens, quand on s'est garés, quand on était dans la salle d'attente, on était hyper joyeuses, on était, ouais, on était trop contentes, on et je pense qu'on s'imaginait pas du tout ce qui allait se passer une fois arrivées dans le cabinet et en fait, c'est à ce moment-là, je crois même, pour vous dire, que je n'avais même pas regardé la radio. C'est-à-dire que j'ai passé la radio peut-être, 1 heure ou 2 heures avant
et ensuite on la reçoit et donc moi je peux la voir en attendant, de voir le médecin et d'habitude je la regardais pour voir l'évolution et cetera. Là, j'ai même pas regardé. Donc pour vous dire un peu le la confiance que j'avais, il y avait vraiment quelque chose où je m'attendais pas du tout à ça et puis, donc on arrive à la salle du docteur et là, je pense que j'ai vu dans ses yeux, on a très vite compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas, la courbure était beaucoup plus importante que d'habitude et là, en fait, je me souviens plus très bien concrètement s'il nous l'a dit à nous ou s'il a directement parlé dans son dictaphone. Ça d'ailleurs, je pense que c'est un des trucs que je me souviens le plus dans les rendez-vous, c'est, ô combien il scriptait tout pour sa secrétaire. C'était assez impressionnant et en fait, je crois qu'il l'a dit, ouais, je me souviens même plus quel mot il a pu, avoir à ce sujet-là, mais il a dit qu'en gros, il fallait maintenant, porter un corset. Je crois qu'on n'en avait jamais parlé. On n'en avait jamais parlé avant de ce qui pouvait m'arriver si la scoliose, si la courbure évoluait et moi, je crois que quand il a dit, «Il va falloir porter un corset», j'ai pas très bien compris. J'ai pas très bien compris ce qui m'arrivait, j'ai pas très bien compris, non plus, de quoi il en était enfin, de quoi il était question véritablement. Qu'est-ce que ça allait impacter dans ma vie et cetera. Alors je crois tout de suite qu'il a été question de d'avoir, enfin de me rassurer dans le sens où, le corset, il fallait le porter seulement la nuit. Donc je crois que c'était un des trucs qui a été, ouais, qui a été dit le plus rapidement possible pour essayer de faire passer la pilule, je me rends pas compte. À ce moment-là, je me rends pas compte. Je me souviens plus vraiment. Je ne crois pas que dans le cabinet, il y avait un corset. Je crois que je savais même pas à quoi ça ressemblait et c'est que quand j'ai dû faire le corset, quand j'ai fait le moulage du corset, que j'ai pu me rendre compte, en fait, de ce que c'était vraiment. Moi, j'imaginais, quelque chose qui allait, en effet, une espèce de truc en plastique, une coque en plastique. J'avais pas du tout idée de à quoi ça pouvait ressembler. En vérité, tous les aspects concrets, je m'en souviens peu, vous le voyez. J'ai plus trop ce genre de souvenirs-là, mais que c'est 20 ans après finalement. Ce qui me reste, c'est la sensation à l'intérieur de mon corps et le moment où on est retourné dans la voiture avec ma maman. Le moment où on est retourné dans la voiture, je me souviens que on regardait en face de nous, on était garés, on regardait en face de nous et on savait même pas quoi dire, on savait pas comment réagir. Peut-être que moi j'ai pleuré, je crois bien même que j'ai pleuré, mais on savait pas quoi faire. C'était comme le ciel qui s'effondrait et j'avais l'impression de pas avoir de prise sur quoi que ce soit et je pense que ma maman, elle était exactement pareille et je pense que à ce moment-là déjà, une des choses qui reste le plus, une des sensations, un des sentiments qui reste le plus, c'est vraiment que j'ai compris qu'à partir de maintenant, j'allais avoir un accès différent à ma liberté, un accès différent à mon corps et j'avais l'impression que oui, qu'il y avait une partie de ma liberté qui allait m'être retirée. Ça, c'est un sentiment très fort quand on est enfant parce que, enfin, je sais pas si vous vous souvenez quand on est enfant, mais on est vraiment, enfin notre corps, c'est notre jouet aussi, c'est vraiment notre terrain de jeu et le fait de plus pouvoir, faire ce qu'on veut avec son corps, de plus pouvoir le mouvoir comme on en a envie, de plus pouvoir le toucher non plus comme on en a envie, ça a été un vrai cap pour moi de ouais, j'ai eu un rapport à mon corps qui a changé déjà à partir de là et je pense que beaucoup de gens qui ont connu le corset se souviennent aussi de ça, du rapport au corps qui change à partir du moment où on est enfermé, alors soit quelques heures dans la journée, soit toute la journée. Quand on est enfermé dans un bout de plastique, dans une coque en plastique, le rapport au corps et le rapport au mouvement, à soi, il change totalement. Et d'ailleurs, pour revenir un peu sur ce côté concret avec le corset, j'aimerais bien qu'on revienne sur quelques chiffres, parce que je trouve que c'est hyper intéressant pour venir éclairer un sujet comme celui-ci. Environ un adolescent sur 6 atteint d'une scoliose qu'on dit idiopathique en France nécessite un port de corset. Et parmi ces cas-là, 70% sont des jeunes filles. Comme c'était le cas aussi pour moi, le traitement par corset est évoqué à partir du moment où la courbure évolue, donc où la courbe progresse, où la colonne progresse, et avant qu'il y ait une maturité osseuse, donc pendant la croissance. Il existe plusieurs manières de porter le corset, soit de jour, donc un corset de jour, ou un corset de nuit. Ce que j'ai retrouvé comme chiffre, c'est que en moyenne, quand il y a un port de corset, c'est entre 18 et 23 heures par jour, sachant qu'il est porté pendant des années, jusqu'à la fin de la croissance, véritablement.
Donc je dirais pour les jeunes filles entre 14 et 15 ans et puis pour les jeunes garçons plutôt 16-17 ans. On sait qu'il y a une courbe qui est différente au niveau de la croissance. Il y a aussi des chiffres que j'ai retrouvés dans des études scientifiques que je ne connaissais pas à l'époque et que j'aurais bien aimé connaître. Alors il y a peu d'études européennes, françaises, mais là je suis allée voir jusque aux États-Unis pour voir un peu les recherches qui avaient été faites. Et donc une étude aux États-Unis précise que quand le port du corset est régulier, les chances de stabiliser la colonne vertébrale, c'est à peu près 90% de chances contre un port irrégulier du corset. Donc vraiment, je sais que c'est quelque chose qui est hyper difficile et même moi à l'époque, je me disais mais comment est-ce que je vais pouvoir faire pour tenir aussi longtemps dans ce corset et jamais l'enlever. C'est vraiment quelque chose qui est pas facile au quotidien, mais on le voit quand même que dans les études, quand il y a un corset et qu'il est porté de manière régulière, qui suit le protocole, il y a vraiment des chances de succès et ça, c'est pas rien, vraiment. Je crois qu'il faut le dire quand même. Ah et d'ailleurs si, j'ai trouvé une étude qui a été faite, à Bordeaux et qui disait que justement ce côté, arriver à porter le corset et cetera, à tenir les délais qu'on s'est donnés, sur le port de corset, donc le taux d'abandon était très, très lié au fait de bien comprendre comment le porter, pourquoi le porter, comment est-ce qu'on pouvait faire aussi pour améliorer son confort. Parce qu'il faut le dire, en portant un corset, il y a vraiment, une baisse de la qualité de vie de la personne qui se fait. Je crois qu'il faut vraiment le noter parce que, on l'entend pas du tout et c'est vraiment quelque chose dont on se rend pas compte, mais l'impact sur le sommeil, la vie en général et cetera, le confort, la qualité de vie, clairement, il est très impactant. Eux ont donc fait une étude sur la pédagogie autour du corset. Ils avaient laissé un petit livret au moment de la prise en main du corset et ce qu'ils ont montré, c'est que le fait même juste très simple d'avoir un livret comme ça d'explications pour les parents ou pour l'enfant, faisait baisser le taux d'abandon du corset d'à peu près 15%. C'est juste énorme. Et ça avait aussi un effet sur les exercices, l'autonomie, la rééducation, et cetera. C'est super important aussi comme élément concret à se rendre compte. Sûr que ces chiffres-là, ça remplace en aucun cas le vécu et le témoignage, la manière dont on vit le port du corset, mais je trouve que ça éclaire deux trois points sur l'importance de l'entourage aussi, du savoir autour du corset pour pouvoir au mieux le porter. Et puis, on se rend compte en fait aussi qu'un corset porté correctement, c'est un vrai outil, véritablement. Et avec un bon accompagnement, que ça soit en soins, en paroles aussi, en émotionnel, on peut vraiment le vivre totalement différemment. Et donc voilà, comme je vous expliquais, quand on me l'a appris, quand on m'a dit que j'allais devoir porter un corset pendant ce rendez-vous, j'ai mis du temps à comprendre, j'ai eu du mal à comprendre. Je pense que j'ai eu beaucoup, beaucoup de sensations dans mon corps que j'ai essayé de faire taire au maximum. Et c'est ce que je vous disais avec la voiture, c'est à ce moment-là peut-être où j'ai senti qu'il se passait vraiment quelque chose que j'arrivais pas à exprimer. Je savais pas quel mot mettre dessus. Je savais pas pourquoi il m'arrivait ça. J'avais l'impression que j'avais fait quelque chose de grave ou que j'avais mal fait quelque chose, comme si mon corps était cassé et qu'il allait falloir le réparer et que maintenant, disons, on commençait à y aller avec, de la force quoi, qu'on y allait avec des vrais moyens. Là où avant j'allais chez le kiné par exemple, mais voilà, c'était une toute autre, réalité. Là vraiment, ce qui m'était donné à vivre, j'avais du mal à imaginer ce que ça pouvait être et c'était ouais, j'avais pas idée, j'arrivais pas à me faire non plus d'image, de sensation de ce que j'allais vivre, c'était assez impressionnant. Alors j'ai pas beaucoup parlé, les choses sont restées beaucoup à l'intérieur et c'est vrai que tout s'enchaîne très, très rapidement. En tout cas pour moi ça a été le cas. Tout s'est enchaîné assez rapidement après le rendez-vous chez le chirurgien, chez l'orthopédiste, chez les spécialistes, donc vous l'appellerez comme vous voulez. Heu, Tout s'enchaîne très, très rapidement. Donc j'ai eu rendez-vous dans un endroit vraiment spécialisé pour faire les corsets, pour faire le moulage du corset. Je me souviens extrêmement bien de la grande pièce dans laquelle on arrive et là, pour le coup, là, moi qui avais jamais vu un corset de ma vie, là, j'en ai vu plein. J'ai vu plein de formes différentes pour des membres aussi différents du corps. C'était assez impressionnant. Il y avait des corsets comme j'allais le porter, mais il y avait aussi, d'autres choses qui avaient été moulées pour, le bras, la jambe et cetera et cetera. Donc là, vraiment, j'arrivais dans un nouveau monde, c'était assez impressionnant pour moi. Là, ce qu'on vous explique à ce moment-là, c'est qu'on va venir faire un moulage de votre corps avec du plâtre. Le corset sera ensuite en plastique, mais avant de pouvoir le faire, il va falloir vraiment qu'on prenne l'empreinte du corps, donc avec du plâtre. Donc c'est assez simple à faire. Donc on est debout, on est en plein milieu d'une grande pièce, en tout cas pour moi c'était le cas. Moi je me souviens d'avoir enfilé un grand jersey en coton
pour protéger ma peau du plâtre, parce qu'en fait, ça va être des bandelettes qui vont être, mouillées et puis mouillées, même j'ai sensation de chaleur aussi. Donc on va venir vraiment appliquer autour du corps, donc on va venir vraiment mouler votre corps, en tout cas tout le niveau du buste. Et moi, je me souviens que cette sensation de chaleur et d'effet mouillé là, donc moi, il y avait 2 personnes autour de moi et ça m'a beaucoup, beaucoup rappelé, si certains ont déjà connu les plâtres qu'on met au niveau des bras ou au niveau, des jambes, des chevilles par exemple. Cette sensation-là, elle est assez impressionnante déjà, elle est drôle quand même comme sensation et de la retrouver au plus proche de soi, c'est-à-dire au niveau du buste, c'est vraiment ça enfin, c'est assez impressionnant de voir, peut-être pour la première fois de sa vie, des gens autant toucher à notre corps. Moi, je crois que ça a été un moment particulier quand même de voir, 2 personnes m'enrouler comme ça, de plâtre. Ça a été un moment vraiment où je me suis dit: «Waouh, les choses commencent vraiment à prendre une tournure que je n'aurais jamais pensé et que je ne maîtrise plus». Ça m'a vraiment donné cette impression-là. Et le plâtre, on va pas du tout attendre qu'il sèche parce que en fait, l'idée, c'est qu'on va venir en tout cas moi à l'époque, comment ça s'est passé, c'est qu'on est venu couper avec un ciseau, tout simplement, le plâtre qui était encore, «à demi sec» entre guillemets et en fait après, comme je vous le disais, c'est très impressionnant, mais en fait, on revient tellement vite à la vraie vie. Je me souviens que j'ai pris une douche juste après ce moment-là, qui a duré peut-être une demi heure, ouais, je dirais une bonne demi heure et ensuite, je suis partie prendre une douche et après il fallait retourner à l'école parce que c'était vraiment entre 2 cours et à ce moment-là, si je me souviens bien, j'étais à l'école primaire, donc j'ai dû retourner à l'école juste après. Je crois qu'il faut le dire, à ce moment-là, ça a commencé aussi cette impression que j'avais que j'ai eue ensuite pendant des années plutôt, d'avoir un peu une double vie. Ma vie à l'école, ma vie normale et puis ma vie, avec ma santé, avec mes problématiques dont je parlais finalement à peu de gens, qui commençaient à se voir à partir du moment où j'avais un corset. Moins quand je l'avais de nuit, mais ensuite quand je l'avais de jour, là du coup c'est devenu éclatant aussi pour, les autres. Mais j'ai eu déjà ces prémices-là de cette, double vie. Moi je parlais souvent comme ça, j'avais l'impression de vivre 2 réalités complètement différentes. Celle normale avec les autres et puis la mienne dont, ben, je savais pas trop mettre des mots dessus, j'avais un peu de mal et puis en famille, c'était compliqué aussi de pouvoir en parler, de savoir quoi dire, savoir qu'est-ce qu'on pouvait dire de tout ce qui nous arrivait. Je crois que juste après qu'on fasse le moulage, moi on m'a proposé en tout cas de choisir un revêtement pour mon corset. Donc c'est donc une coque en plastique et on peut choisir un motif. Au tout début, le tout premier, je crois que j'ai pas réalisé et j'ai complètement osé un motif. Je me souviens un peu sombre avec des couleurs, etc. Je crois que j'avais pas réalisé que ça allait être sur toute l'entièreté du corset ou l'effet que ça allait faire finalement. Heureusement que c'était un corset de nuit parce que de jour, j'aurais eu beaucoup de mal à pouvoir le cacher en dessous de mes vêtements. Donc de nuit, c'était pas une problématique. Bon, après, j'avoue que j'ai très vite compris qu'il fallait plutôt choisir un motif le plus simple possible, basique, pour que ça se voit le moins sous les vêtements et pour pouvoir justement avoir plus de d'aisance. Quelques semaines après, on reçoit le corset, donc pour l'essayage. Je me souviens à cet endroit-là, enfin à ce moment-là vraiment, des t-shirts qu'on m'a donnés. On m'a donné une dizaine de t-shirts. Et la particularité de ces t-shirts, c'est qu'ils n'ont pas de couture, parce qu'en fait, pour éviter tous les frottements au niveau du corset, on met des t-shirts sans couture, donc col V assez montant, blanc, des petits t-shirts qui me plaisaient pas du tout à l'époque, je dois l'avouer. Et je me souviens comme si c'était hier de rentrer pour la première fois dans ce corset, cette sensation du plastique, cette sensation vraiment de la coquille dans laquelle on rentre. Et puis après, ben, il faut s'habituer. C'est-à-dire qu'il y a juste le bruit aussi, à chaque fois qu'on bouge ou qu'on fait un mouvement, qui peut être un bruit de plastique, on sent qu'on tape quelque part, et cetera. Ça fait pas un bruit de corps, en fait. Donc c'est vraiment tout l'environnement qui change, tous les sons aussi, toutes les sens qui sont vraiment challengés quand on commence à mettre et à porter le corset. Ensuite, une question qu'on me pose souvent, c'est: «Et les proches autour, comment est-ce qu'ils ont réagi?» Je ne me souviens plus extrêmement bien des mots qu'on s'est dit à ce moment-là. Donc ça a commencé par un corset de nuit et puis ensuite un corset de jour, donc il y a eu aussi ce moment d'adaptation de tout le monde finalement. Je me souviens plus bien ce qu'on s'est dit. Je pense qu'on s'est pas dit grand-chose et c'est là où ça marque aussi, le fait que c'est un moment très important quand on n'arrive pas à trouver les mots. Je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est aussi typiquement ce genre de choses avec lesquelles les gens viennent à moi, les familles, quand il y a plus de parole autour d'un sujet, quand un sujet devient tabou,
c'est automatiquement, ça vient cristalliser plein plein de choses pour chacun des membres de la famille. Et je crois qu'il faut le dire, personne ne sait vraiment comment réagir, que ce soit la personne à qui il arrive ça, comme les proches autour. C'est très difficile comme moment. On a du mal à comprendre ce qui se passe pour nous et la réalité change complètement. On a du mal à mettre des mots dessus. Vous êtes nombreux aussi à me poser des questions sur comment est-ce que je faisais pour m'habiller pendant que j'avais le corset. Donc j'ai eu ce corset de nuit au début et puis 2 jours. Et je pense que 2 jours, je l'ai gardé, je dirais minimum 3 ou 4 ans. Je me souviens plus exactement, mais la vérité, pendant ces 3 ou 4 ans-là, j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment trouvé de solution incroyable pour m'adapter et pour adapter comment je m'habillais à ce port du corset. Et la vérité que je voulais dire aujourd'hui, et je crois que je suis de plus en plus au clair avec ça, je n'ai jamais réussi à ne pas le cacher, à en être fière. J'ai toujours été cette petite fille qui essayait que ça se voit pas, d'essayer de le cacher sous des grands vêtements. Je m'habillais vraiment avec des vêtements très amples à l'époque. Et j'ai jamais réussi à ne pas vouloir le cacher, à ne pas vouloir que d'avoir l'air d'une petite fille normale. J'ai jamais réussi à ça. J'étais pas à ce niveau-là d'acceptation, je dois l'avouer. Je me souviens que, comme nous tous, je crois, quand on porte un corset, on redoute énormément l'été. Moi, je me souviens que j'étais devenue clairement une serial killeuse de robes en coton hyper amples sur les marchés du Sud quand on partait en vacances. Je trouvais toujours des formes pour qu'on voit jamais mon corset. On le voyait encore dans la forme, mais on voyait jamais, ça entrebâillait jamais pour qu'on puisse voir le moindre petit bout de plastique. Ça, c'était vraiment un des trucs que je voulais pas du tout et j'ai jamais réussi à m'en détacher. Mais en vrai, quand je vois ce que certaines filles arrivent à faire aujourd'hui sur les réseaux, notamment avec des looks et des corsets qui sont totalement visibles, je trouve ça juste magnifique, vraiment. Et j'aurais peut-être aimé le vivre à cette époque-là où on avait plus de fierté peut-être pour des petites choses comme ça. Et on avait plus de, je sais pas, il y a quelque chose en tout cas que moi j'avais pas et que je trouve tellement beau de voir chez des jeunes filles aujourd'hui. Cette fierté, en tout cas cette manière de s'adapter, c'est juste fabuleux. Vraiment, à voir, c'est juste fabuleux. Si vous avez jamais vu ça, allez voir sur les réseaux. Moi, je dois l'avouer vraiment, j'avais du mal à me détacher de tout ça. J'avais l'impression que tout le monde voyait cette anomalie, cette particularité que j'avais, et je le pensais vraiment comme une anomalie. J'ai l'impression que tout le monde entendait les bruits de mon corset que moi je pouvais entendre en continu, etc., etc. Notamment à l'intérieur, il y a souvent des bruits d'os qui frottent avec le corset, avec les bouts de plastique. J'avais l'impression que tout le monde pouvait entendre ça et j'avais l'impression que c'était omniprésent. Et on sait quand on le vit comme ça, quand on le vit de l'intérieur, on a l'impression que c'est la réalité pour tout le monde, alors que c'était pas du tout le cas. Je crois qu'en tout cas, au début, quand j'avais seulement mon corset de nuit, personne ne le savait trop à l'école primaire. Peut-être des amis proches le savaient. C'est plutôt au collège, en fait, où quand j'ai commencé à avoir ce corset de jour, où là, ben, en fait, il y avait plus cette possibilité de le cacher. Je le portais véritablement 23 heures sur 24, donc je l'enlevais seulement pour la douche le soir. C'était, voilà, je pouvais plus le cacher. Là, c'était assez éclatant. Et je crois qu'à cette époque-là, même si je voyais bien que les autres se rendaient compte qu'il y avait quelque chose avec moi, enfin qu'il y avait quelque chose de particulier dans ma présence et dans le fait que, et voilà, dans mon corps, dans à quoi je ressemblais, je crois que je souriais beaucoup pour que ça se voit le moins possible. Je crois que je parlais le moins possible de ce sujet-là pour que ça n'existe pas en fait, parce que ça prenait tellement de place, j'avais l'impression déjà dans ma vie, et je voulais tellement pas que ça soit comme ça. C'était assez impressionnant la manière dont aussi quand on est enfant, on s'adapte pour pouvoir prendre le moins de place possible, déranger le moins possible. Parce que du coup, il y avait aussi toutes ces choses-là où je pouvais pas porter mes livres. Et je sais qu'il y avait beaucoup de stratégies d'adaptation à cette époque-là. Et je pense que si vous êtes parent aussi d'un enfant qui a une scoliose, un corset, vous le sentez aussi que votre enfant, il a des petites stratégies comme ça pour essayer d'être le moins lourd possible dans votre quotidien, dans celui de ses proches en général. Mais voilà, en tout cas pour moi, il y avait vraiment visuellement, ce corps qui avait changé, qui m'appartenait plus pareil qu'avant, moi je voyais que ce corset, véritablement, et je pensais que tout le monde voyait que ce corset, que quand j'arrivais quelque part, c'est ce qu'on voyait le plus, c'est uniquement ce qu'on voyait. Et je sais que j'étais omnibulée par ça, et c'est aussi pour ça que j'en parlais jamais, je crois. De l'extérieur, on pouvait pas dire qu'il y avait rien, parce qu'on voyait quelque chose, on voyait bien qu'il y avait quelque chose, à l'intérieur, je ne me souviens pas d'avoir eu cette discussion beaucoup, savoir comment ça se passait pour moi, comment je le vivais. Je pense que je me suis jamais sentie aussi vulnérable, qu'à ce moment-là. Remettons-nous en contexte, on est au collège notamment
Le collège, c'est vraiment la période la plus difficile aussi, déconcertante quand on est un enfant par rapport à l'image de soi, au rapport de soi, à la confiance, au regard des autres et c'était vraiment très challengeant d'arriver avec cette particularité-là, au collège. Et puis il y avait tout ce qui se passait aussi en dehors de l'école, donc à la maison, en plus petit comité. Là, je pense que j'ai eu quand même beaucoup de soutien de mes proches, qui se rendaient peut-être pas compte de ce que c'était de vivre avec un corset parce qu'ils l'avaient pas vécu. Mais en tout cas, j'ai vraiment senti que, je pouvais m'appuyer sur, mes proches, notamment ma maman, mon frère, qui m'aidaient beaucoup aussi à y croire, à persévérer là-dedans, à me dire que c'était une question d'années aussi, que ça allait pas durer toute la vie, qu'il allait falloir aussi que je voie bien plus loin pour persévérer, pour tenir dans cette discipline-là. Parce que c'est pas simple non plus, la discipline de porter quelque chose qui vous fait mal constamment, sans savoir si ça va marcher ou pas et je crois que c'est difficile de voir le bout du tunnel quand c'est comme ça et encore plus quand on est, à un âge où, ben, souvent on fait une crise d'adolescence, hein, à ce moment-là. Donc ouais, c'est pas facile du tout de le garder, c'est pas du tout inné de se dire, «Je vais me faire mal tous les jours» dans l'imagination qu'après ça ira mieux. C'est vraiment pas si évident que ça. Et puis quand on parlait du côté, à la maison, moi il y a un sujet aussi qui était très important, c'était le sommeil. Le moment où j'allais, au lit. Je crois que c'était une des périodes de ma vie où j'ai eu le plus de mal à m'endormir, à vraiment trouver le sommeil, tellement il y avait pas de position qui était, confortable pour s'endormir. En fait, je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là que pour que le corps, puisse dormir, il a besoin d'être relaxé, d'être relâché un minimum et c'était ça qui était impossible, avec le corset. J'étais vraiment comme compressée H24 et je me souviens que la seule tactique que j'avais, c'était de me mettre dans plein, plein, plein de coussins. J'avais toute une technique au fur et à mesure des années pour me caler d'une certaine manière, pour pouvoir vraiment essayer de juste me déposer quelque part, là où j'étais totalement en tension toute la journée, avec ce corset. Et justement, quand on parle de ce côté, de l'aspect de la nuit, il y a aussi une chose que j'ai pas rappelé, c'est toutes les moments de repas qui deviennent challengeants quand on a un corset. Alors pour 2, enfin moi, il y a eu vraiment 2 moments qui étaient particuliers. Quand j'avais un corset de nuit, là, c'était challengeant parce qu'en fait, quand je mangeais la journée ou quand je mangeais le dîner, par exemple, ensuite, il y avait des soirs où c'était impossible de pouvoir rentrer dans mon corset. Donc vraiment, j'arrivais même pas à le fermer. Il y a une fermeture devant pour ceux qui ne connaissent pas, qu'on est censé tirer comme ça, avec des lanières et en fait, ça ne j'arrivais pas à rentrer dedans. Donc il fallait que j'attende un certain moment pour que, j'allais dire, mon ventre dégonfle et donc ça, c'était avec le corset de nuit et ensuite quand j'avais le corset de jour, alors là, vu que je l'avais tout le temps, donc je mangeais avec. Les moments de repas étaient les moments où j'étais dans ce corset, dans cette coque et là, pour le coup, je mangeais vraiment comme un petit oiseau, c'est-à-dire que je mangeais par petites portions et je devais, alterner, enfin, je devais mettre 30 minutes de pause, par exemple, après l'entrée, après le plat et cetera. Donc je mangeais vraiment comme ça, je picorais et c'était vraiment je pense que ça a beaucoup marqué aussi ma manière de m'alimenter, ma manière de prendre du poids aussi. C'était vraiment très difficile d'arriver à prendre un repas, à, apprécier aussi, parce qu'en fait, on se rend pas compte quand on est libre, j'allais dire, du buste, mais on se rend pas compte ô combien notre corps réagit au moment où on commence à s'alimenter, en fait. Et il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du gonflement, en fait. Et ça faisait que je pouvais plus rentrer, enfin, j'étais vraiment dans cette coquille et je commençais à être de plus en plus serrée. Et je crois que ça a été vraiment un moment d'adaptation aussi pour moi, en tant que jeune fille, de savoir comment m'adapter, même à ces endroits-là. J'aurais jamais imaginé, en fait. Et ça, on me l'avait jamais dit, clairement. Et d'ailleurs, je pense qu'on nous le dit toujours pas. Et donc oui, je crois que même après, des années après, je pense que j'en reparlerai dans un autre épisode vraiment sur ce sujet-là. Donc c'est vraiment ça, ça a marqué mon rapport à la nourriture, mon rapport au corps, mon rapport vraiment au toucher de mon corps, mon rapport aux autres aussi. C'était vraiment très global l'impact de ce corset-là. Je pense que tant qu'on le vit pas, on s'en rend pas compte et même les parents, je pense, peuvent avoir du mal à se rendre compte vraiment de ce qui se joue derrière, cette, armure en plastique. Si on veut prendre un peu de recul aussi sur ce qui s'est passé, ça a duré des années. Ça m'a véritablement construite et je pense que d'ailleurs j'aimerais beaucoup avoir vos commentaires pour, sur ce côté-là.
Moi, je pense que ça a construit ma résilience vraiment très, très profondément. Comme ça se passe quand on est assez jeune, on vient vraiment chercher des ressources à l'intérieur de soi comme on n'aurait peut-être pas l'occasion dans une vie, j'allais dire normale. Et ça, c'est vraiment, enfin pour moi, ça a été game changer sur ma vie en général. Je pense que j'ai compris quelle était la gravité dans la vie assez tôt et ça m'a vraiment permis de me dire, bah, en fait, tous les autres problèmes, tout ce qui se passait autour, dans ma vie au collège, par exemple, à l'école, et cetera, ça prenait beaucoup, beaucoup moins d'importance. Et ça, c'est quand même quelque chose où ça te fait prendre du recul, une certaine sagesse. C'est hyper important de le noter aussi, parce que c'est une épreuve qui est difficile à vivre, certes, mais qui nous endurcit, qui nous construit. Et endurcit pas dans le mauvais sens. Je veux aussi dire que on développe aussi pas mal d'empathie. Alors, je pense que je parlerai aussi de cette empathie un peu à double tranchant, mais ouais, je pense que je ferai un épisode exclusivement là-dessus. Mais voilà, ça vous construit vraiment aussi une personnalité, une manière d'être, un rapport au monde qui peut être challengé dans ces moments-là et surtout si ça dure des années et c'est vraiment la période vraiment là où on se construit quand on est enfant, adolescent. Et moi, je dis souvent, il m'a vraiment donné une force invisible que je n'ai vue que bien plus tard. Je pense que sur le moment, on s'en rend pas compte, on ne réalise pas ce qui se passe. Mais c'est bien plus tard que j'ai compris tout ça. Et ouais, cette sagesse-là, je l'ai vue après, quand je me suis retournée finalement derrière tout ce qui s'était passé et que j'ai pu réaliser en fait ce que ça avait construit à l'intérieur de moi, ce que ça avait créé aussi. Et donc voilà, c'était vraiment ce côté-là invisible. Aujourd'hui, vous êtes plusieurs à venir en message sur Instagram notamment pour parler de votre expérience du corset. Une chose est sûre, ce que vous vivez est réel. Peu importe ce qui vous challenge le plus, peu importe ce qui vous crée des douleurs. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est réel, que vous êtes peut-être le seul à comprendre véritablement ce que vous vivez. Et encore, vous avez peut-être du mal à mettre des mots dessus. Ce qui est important, c'est de ne pas rester dans trop de silence et de pouvoir se déposer. Et c'est aussi pour ça que je fais tout ça. Et j'espère que ce podcast-là, ça me permettra aussi d'avoir des retours un peu plus amples sur le port du corset. Parce que je pense qu'on en a tous une expérience totalement différente et qu'on peut en apprendre beaucoup sur ce que vivent les autres, sur ce qu'ont vécu les autres. Et moi, ça m'a beaucoup manqué aussi quand je traversais tout ça, ce côté, ben, en fait, comment ça s'est passé pour d'autres personnes. Moi, j'avais vraiment cette impression que ça n'arrivait qu'à moi et que c'était vraiment le ciel qui me tombait sur la tête. Et je trouve ça hyper précieux d'avoir les retours aussi des autres qui l'ont vécu. Et justement, c'est aussi quelque chose qui est une grande question, ce côté, mais quand on est un proche qui entoure en fait cet enfant-là ou cet adolescent-là qui a un corset, comment est-ce qu'on sait quoi dire, comment agir, etc. Il n'y a pas de recette miracle. Je pense que une chose qui change beaucoup dans disons, le rapport de l'enfant à son expérience, c'est l'écoute, c'est la place qu'on fait aussi à ce qu'il est en train de vivre, à l'expérience qu'il fait. Donc je dirais beaucoup, beaucoup d'écoute. C'est vraiment le premier conseil et le grand conseil, le conseil clé que je pourrais donner à cet endroit-là, pour les parents qui se demandent s'il y a une bonne manière de faire, s'ils font bien. Il n'y a pas de bonne manière. C'est un moment qui est difficile, c'est une expérience qui est pas facile. Donc on fait tous de notre mieux, rappelons-le. Et moi je le dis souvent, même à ma maman aujourd'hui, qui a l'impression d'avoir fait plein de choses pas extrêmement bien ou de pas avoir assuré sur certains points. On fait tous de notre mieux au moment où on est. Donc votre enfant fait de son mieux, vous faites de votre mieux. Je pense que le plus important, c'est de garder cet esprit de communication et surtout aussi de se permettre de prendre du recul sur tout ce que vous vivez. C'est aussi pour ça que l'accompagnement d'une personne qui est tierce, d'une personne qui est en dehors de votre situation, mais qui la connaît bien, ça peut être vraiment quelque chose qui est une clé dans la manière dont votre enfant va vivre et dont vous, vous allez le vivre, toute la famille finalement. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. Je sais pas s'il y a des endroits où j'ai oublié des petites thématiques, des petits sujets que j'ai oubliés autour du corset. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'irai regarder. Et je pourrais faire des compléments aussi, je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, si c'est quelque chose que vous vivez ou que vous avez vécu, en tout cas si c'est en ce moment que c'est le moment du corset pour vous ou pour votre enfant, sachez que oui, ce n'est pas facile. Et je ne serai pas quelqu'un qui vient vous dire qu'au contraire tout est facile et que ça, c'est hyper fluide ou que ça peut devenir hyper fluide. Par contre, c'est pas figé. Il y a vraiment quelque chose de l'expérience à vivre
et que ça vous casse le moins possible, entre guillemets, que ça soit vous, votre enfant, etc. Et c'est pas figé dans le sens où c'est absolument pas la fin. Je sais qu'on a l'impression d'être enfermé dans une situation, dans un contexte, dans une réalité, mais il y a une réalité qui va s'ouvrir derrière, il y a une lumière au bout du tunnel, je vous le promets. Et ça peut paraître très très long, mais je vous promets que vous pouvez aussi vous appuyer sur le témoignage de d'autres personnes qui l'ont vécu. Et je peux vous le dire que des années après, oui, on s'en souvient, mais on sait ô combien ça nous a construit. Et c'est assez beau, finalement, comme expérience. En tout cas, j'espère que mon témoignage aura pu apporter un peu de réconfort, un peu de clarté. En tout cas, l'espace de commentaires est toujours ouvert pour y déposer vos histoires à vous aussi, vos petites anecdotes si vous en avez, et puis vos questions. Je suis toujours là pour y répondre. Merci d'avoir écouté Be Back. Si ce podcast vous a aidé ou touché, pensez à laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça aide énormément à le faire connaître à d'autres qui traversent une épreuve de santé et pourraient en avoir besoin. Si vous souhaitez aller plus loin et bénéficier d'un accompagnement personnalisé avant et après une opération ou un traitement médical, découvrez le programme Éléments, l'aide sur mesure dont vous avez besoin pour traverser cette période avec plus de sérénité et de confiance. Pour en savoir plus ou réserver un appel, contactez-moi via le lien en description de l'épisode ou directement sur Instagram. Vous n'êtes pas seul, je suis là pour vous accompagner à chaque étape. À très bientôt dans Be Back.